Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter à tous un joyeux Noël ainsi qu'un très bon réveillon de Noël puisque je publie cette vidéo un 24 décembre. Je tenais aussi à remercier tous mes abonnés, tous ceux qui me soutiennent par un don ou qui partagent mes vidéos. Merci encore à tous pour tout cela. Cela permet à cette chaîne d'être mieux connue. Voilà, encore une fois, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et vous avez mes meilleurs vœux de Noël. Bonjour à vous, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Si vous appréciez mon travail, bien sûr, aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos, c'est important pour mieux faire connaître cette chaîne. Merci à tous pour tout cela. Donc là, cette vidéo, une fois n'est pas coutume, va être sur les avions de combat et plus particulièrement sur les avions de cinquième génération. Donc pourquoi je fais le petit point sur les avions de cinquième génération? Ben, tout simplement parce que c'est un domaine qui me plaît, bien sûr. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je m'intéresse à tout ce qui est technologie, l'armement, les avions, etc. Donc là, j'ai voulu faire une vidéo sur les avions de cinquième génération. Où en est-on aujourd'hui? Faire une sorte de petit point. Bon, c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde hein, et pas forcément aux spécialistes. Alors, on ne va pas aller trop dans le détail non plus, même si quand même on va voir quelques points importants, bien sûr, on va voir les grands traits les plus saillants quand même, mais on n'entrera pas dans le détail, et de toute manière, le voudrait-on qu'on ne le pourrait pas, parce que bien évidemment les avions de cinquième génération sont très peu nombreux, et les données techniques en réalité connues sont très peu nombreuses. Donc j'ai envie de vous dire, on ne pourra pas de toute manière aller dans le détail, sauf à faire de la spéculation. Et moi, je ne fais pas de spéculation, ou tout du moins, j'en fais très peu. Donc, bref, alors quels sont ces avions de cinquième génération? Donc, on ne va parler que des avions produits en série, qui fonctionnent vraiment. On ne va pas parler de prototypes ou de ce qui va être fait dans le futur, parce que là, il y aurait beaucoup plus d'avions. Donc on va vraiment parler de ceux qui existent depuis un certain temps et dont on sait plus ou moins les caractéristiques principales, va-t-on dire. Bref, nous allons voir tout d'abord le F-35, donc fabriqué par les Américains et plus précisément par Lockheed Martin. Ensuite, le Sukhoi 57, donc fabriqué par Sukhoi, donc avion russe. Et enfin, le J-20, fabriqué par Chengdu, avion chinois, bien sûr. Alors, nous allons voir une brève présentation en images et inséré dans ces images, vous allez voir les caractéristiques principales de ces avions que j'ai pu récupérer principalement via Wikipédia, mais pas que. Et concernant toutes les informations vis-à-vis de ces avions, je vous mets tous les liens dans la description, tous les liens que j'ai pu voir afin d'avoir une opinion sur ces avions. Encore une fois, lien dans la description. Donc après cette petite présentation en images avec quelques caractéristiques importantes, vous allez avoir mon analyse et ma conclusion. Et vous allez voir, ça va être une conclusion assez surprenante par rapport à ce que vous entendez d'habitude. Bref, commençons. Alors le F-35 est un avion multirôle qui a été conçu pour pénétrer en profondeur en territoire ennemi, donc l'accent a été mis bien sûr sur la furtivité. Les avantages du F-35 par rapport aux autres avions de cinquième génération, c'est qu'il a une avionique extrêmement avancée qui lui permet de savoir ce qu'il se passe tout autour de lui
et d'avoir une communication quasi instantanée avec les bases au sol, d'autres avions, satellites, bateaux, et tout cela simultanément. Donc ça lui donne un gros avantage. Autre avantage, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est qu'il a la possibilité d'un décollage à la verticale. Alors évidemment, uniquement pour la version F-35B, c'est-à-dire celle qui est prévue pour les porte-avions, puisqu'il y a trois types de F-35, le A, le B et le C. Donc concernant les avantages, on peut dire que ces deux-là sont les plus importants, décollage à la verticale, ainsi qu'une communication en simultané avec toutes les entités qui peuvent lui être utiles dans son entourage. Alors maintenant, on va passer aux très nombreux problèmes qu'accumule le F-35. Alors tout d'abord, allez voir ma vidéo avec Xavier Titelman qui fait un point de tous les problèmes du F-35, mais vraiment dans le détail. Lien dans la description. Là, je vous le dis ici en résumé. Donc il y a plus de 750 points techniques qui doivent être résolus, ce qui fait que le F-35 est en réalité un avion qui n'est pas du tout fiable, qui doit réaliser des missions extrêmement courtes, puisqu'on n'est pas sûr de sa fiabilité sur une mission longue. Donc il y a ça, il y a aussi un problème de mise à jour technique et principalement de son radar, ce qui fait que le F-35 qui est vendu, en fait, n'atteint pas les caractéristiques qui sont données dans son cahier des charges. En réalité, il atteindra les caractéristiques voulues que dans plusieurs années. Donc les pays qui ont acheté le F-35, c'est un F-35 qui est sous-doté, qui n'est pas pleinement opérationnel. Donc il faudra attendre plusieurs années avant qu'il soit pleinement opérationnel. Aussi, on a un problème de coût à l'unité qui est extrêmement élevé, puisque environ 300 millions de dollars à l'unité. En plus, on a un coût à l'heure d'environ 42 000 dollars, ce qui est absolument gigantesque. Donc, bon, comme vous le savez tous, tous les pays qui ont acheté le F-35, ils l'ont fait plus ou moins contraint et forcé. Comme vous le savez tous, le cas emblématique est celui de la Suisse, mais pas que, aussi de l'Allemagne. Bref, donc le F-35 a d'énormes problèmes. Alors aussi, là, comme vous pouvez le voir vraiment très précisément, au niveau de la tuyère, eh bien, c'est une cuillère évidemment vectorielle, mais le problème c'est qu'elle n'est pas furtive, contrairement au dernier moteur Isdelier 30 du Sukhoi 57. Donc ça c'est un point soulevé par les spécialistes qui pourrait poser problème en termes de furtivité au F-35. Sinon, quand même, quand le F-35 aura réparé tous ces problèmes de mise à jour et de points techniques, cela sera bien sûr un excellent avion de 5e génération. Alors le Sukhoi 57 est un avion à la fois furtif et super manœuvrable. Les experts disent que le Sukhoi 57 est un peu moins furtif que le F-35. Alors cela est maintenant à débat puisque avec le nouveau moteur Isdeli 30, bah, cela change la donne puisqu'il est plus furtif que le moteur du F-35. Donc tout cela est à débat. Mais bon, bref, il est à la fois furtif, super manœuvrable, bien que aussi c'est le revers de la médaille avec son nouveau moteur, il est un petit peu moins super manœuvrable. L'avantage du Sukhoi 57, c'est qu'il a un énorme emport en armement, donc ça c'est très avantageux. Il a un rayon d'action qui est extrêmement élevé, puisqu'il peut atteindre 3500 km de rayon d'action, alors que le F-35, il n'a que 1000 km environ de rayon d'action. Donc tout ça, ce sont des avantages importants. Et le fait qu'il peut atteindre une vitesse plus élevée que les autres chasseurs de 5e génération. Enfin, il a un mode super croisière extrêmement efficace qui lui permet d'avoir une économie de carburant absolument très très importante. Aussi,
pour un avion de 5e génération, il est très peu cher, puisqu'avec le nouveau moteur Isdeli 30, il coûte environ 70 millions de dollars, ainsi qu'un coût à l'heure au fonctionnement assez faible. Enfin, il doit fonctionner avec un drone S-70, et tout cela doit être piloté par l'intelligence artificielle, lui permettant au pilote de se concentrer uniquement sur les tâches les plus complexes. Alors le grand changement avec le Sukhoi 57, c'est son nouveau moteur l'Isdelier 30. Et outre le fait qu'il demande moins de maintenance, qu'il consomme environ 18% de kérosène en moins par rapport à son précédent moteur, la forme concernant l'arrière du moteur a été changée. Donc il y a maintenant deux parties fixes, deux parties mobiles. Donc sur le haut et sur le bas c'est mobile, sur le côté c'est fixe. Et on peut voir qu'il y a des trous à l'arrière du moteur, c'est pour un mélange d'air chaud et d'air froid. Et le fait que ça soit triangulaire, comme on peut le voir ici, ben, ça permet une meilleure furtivité. Donc le mélange air chaud, air froid, plus grande furtivité, allié avec une forme un peu plus triangulaire qui permet aussi une plus grande furtivité. Alors quels sont les problèmes du Sukhoi 57? Ils sont au nombre de deux. D'abord, il a fallu des années avant que le Sukhoi 57 puisse avoir son moteur définitif, c'est-à-dire l'Isdelier 30. Donc des années de retard, donc ça va être à rattraper pour en construire un grand nombre. Donc ça c'est son premier problème. Le second problème, c'est que le Sukhoi 57 en lui-même sera produit qu'en très petit nombre. C'est un avion de 5e génération qui coûte très cher quoi, pour les Russes, hein, puisque environ 70 millions de dollars, et qui est difficile à fabriquer. Alors pas autant qu'un F-35, mais les Américains ont un complexe militaire industriel aérien qui est beaucoup plus puissant que celui des Russes. Donc les Russes vont avoir du mal à en produire en nombre suffisant, et ça va prendre des années avant qu'ils puissent en construire, on va dire, une centaine. Alors le J-20 de Chengdu est un avion multirôle dont on ne sait pas grand-chose en réalité. Vous voyez les caractéristiques que j'ai pu prendre sur les images. Donc c'est un énorme avion, un petit peu comme le Sukhoi 57, qui a une bonne autonomie, qui est très puissant, qui a un gros emport d'armement. Il ressemble énormément au Sukhoi 57, sauf qu'il a des ailes en canard, bon, qui pourraient poser problème quant à la furtivité, mais en attendant, tous les experts disent qu'il serait très furtif malgré tout. Donc ça a l'air d'être un très très bon avion avec une avionique extrêmement avancée, une communication très avancée aussi avec de l'intelligence artificielle. Donc ça a l'air d'être un très très bon avion. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il vaut en réalité au combat. Alors que peut-on dire sur les problèmes du J20? Alors pas grand-chose parce qu'on a très peu de données fiables quant à cet engin. Mais bon, déjà on sait qu'il coûte 110 millions de dollars, ce qui n'est pas donné pour un avion de 5e génération chinois. Donc c'est cher. Alors peut-être qu'il en vaut le coup, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, c'est reconnu comme cher. Bref. Ensuite, il a des ailes canards qui, apparemment, d'après certains experts, pourraient causer des problèmes quant à la furtivité. Mais bon, je ne suis pas moi-même un expert, je ne peux pas confirmer, mais bon, c'est ce que certains disent. Et enfin, là, il vient tout juste de recevoir ses nouveaux moteurs, qui sont 100% chinois. Hein, pendant plusieurs années, il a volé avec des moteurs russes. Maintenant, les Chinois viennent d'être capables de faire un équivalent russe, mais 100% chinois, en même plus performant que son ancien moteur russe. Donc c'est tout ce que l'on sait. Hein. Évidemment, les données sont encore confidentielles. Peut-être qu'on connaîtra tout l'année prochaine, mais en attendant, voilà ce qu'on pouvait dire quant au problème du J20.
Alors comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, je ne fais pas de comparaison entre les avions pour savoir qui est le meilleur. Tout simplement parce qu'ils ont été conçus de manière différente, même s'ils sont tous multi-rôles, ils n'ont pas été conçus pour les mêmes missions. Je vous l'ai déjà dit, le F-35, il a été surtout conçu pour frapper en profondeur en territoire ennemi, d'où sa furtivité avancée. Le Sukhoi 57, lui, il a été conçu pour défendre la Russie, donc une grande autonomie, un grand rayon d'action, un gros emport parce qu'il est conçu comme un chasseur bombardier. Donc vous voyez, il y a une grosse différence. Maintenant, le J-20, on ne sait pas trop, mais on pourrait dire que le J-20 a plus ou moins été conçu comme le Sukhoi 57. Bref, donc on n'est pas là pour comparer puisque ça dépend de tout un tas de facteurs. En plus, il y a des données que l'on n'a pas, on est sûr de rien, donc je ne vais pas comparer les avions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire en généralité de très important et qui est le plus intéressant en réalité? On peut dire que les avions de cinquième génération de nos jours sont absolument indispensables, ne serait-ce que pour une chose, les soutes d'emport d'armement. Et oui, pourquoi tous les avions de cinquième génération ont des soutes? Bah, tout simplement pour la furtivité. Un exemple, vous prenez le Rafale, qui est relativement furtif, sans aucun emport, eh bien, en réalité, ça nous fait une belle jambe. Parce que un avion qui ne peut pas emmener, à cause de la furtivité, un réservoir d'essence, des missiles ou des bombes, c'est un petit peu un avion qui ne sert à rien à part pour des missions de niche, comme faire de la reconnaissance par exemple. Mais de nos jours, un avion n'est pas fait pour de la reconnaissance. Ce sont les drones qui sont le mieux adaptés pour la reconnaissance, tout simplement parce qu'un drone est intrinsèquement plus furtif qu'un avion. Alors je parle des vrais drones de reconnaissance, hein. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont plus petits, plus fins, qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes qu'un avion de combat, donc on peut les faire en fibre de carbone, fibre de verre, etc., pour qu'ils soient plus ou moins furtifs, quoi. Encore une fois, plus qu'un avion de toute manière. Ce qui trahit un avion, même le plus furtif qui soit, ce sont ses moteurs et sa traînée infrarouge. Donc un drone n'a pas toutes ces contraintes. Donc pour la reconnaissance, un drone c'est ce qu'il y a de mieux. Sans compter que ça coûte beaucoup moins cher, que ça peut rester en l'air beaucoup plus longtemps, etc. Bref, un avion de combat n'est pas fait pour de la reconnaissance. De nos jours, je dis bien de nos jours. Avant, ils étaient indispensables. Mais maintenant, de nos jours, non. Ensuite, le fait qu'ils aient des soutes leur permet cette furtivité intrinsèque, quel que soit l'armement. Alors certes, tous ces avions peuvent emporter des bombes, des réservoirs sur leurs ailes à l'extérieur, bien évidemment, hein, parce qu'on n'a pas forcément besoin de furtivité dans toutes les missions, bien sûr. Mais un avion de cinquième génération se devait d'avoir une soute pour enfin prétendre à de la furtivité. Je vous parlais du Rafale. Vous prenez un Rafale, dès que vous lui mettez quelque chose sous les ailes, et quel que soit l'avion, j'ai envie de vous dire, il perd toute furtivité. Ça devient une grosse tache sur un écran radar ennemi. Même un radar qui n'est pas de dernière génération. Un avion, dès qu'il a de l'emport sous les ailes, n'a plus de furtivité. C'est terminé. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les avions de génération 4, génération 4-5, de toute manière, ils doivent emporter des choses sous leurs ailes. Ils n'ont pas de soute. Donc, ils sont très très visibles. Donc, si on parle de l'Ukraine, par exemple, vous mettez des Rafales ou des F-16, même de la dernière génération avec les dernières mises à jour, eh bien, ils seront très visibles sur les radars ennemis. Évidemment, si les radars ennemis sont dignes de ce nom. Si c'est des radars des années 60 ou 70, bah évidemment, là, ça ne compte pas.
Par contre, si c'est des radars qui ont été conçus dans les années 90, à partir de là, c'est foutu. Un avion avec des bidons d'essence, des missiles et des bombes sous les ailes sera très visible et perdra toute furtivité, quel que soit l'avion. Quel que soit l'avion. Même le plus furtif du monde. Donc, bref, la 5e génération, ce qui a vraiment révolutionné, c'est la soude d'emport. Après, le reste, c'est du détail. Qu'est-ce qui est amélioré par rapport à un avion 4.5? Bah, c'est une avionique plus avancée, des performances moteurs meilleures, etc. Voilà. Bon, le reste, c'est... Alors, c'est pas du détail, mais ce n'est que de l'amélioration de l'existant. Bref, qu'est-ce qui compte vraiment pour un avion moderne de nos jours, de 5e génération, voire même de 6e? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça ne tient qu'en 3 points maintenant. La furtivité, le radar embarqué et le missile. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi la furtivité? Ben, ce qui compte, c'est quand même que le radar ennemi vous détecte le plus tard possible, voire même ne vous détecte pas. Le radar, bah, c'est pour détecter le missile ennemi, l'avion ennemi, le plus loin possible et le plus efficacement possible. Et enfin, le missile qui doit pouvoir détruire une cible le plus loin possible et le plus efficacement possible. Voilà, l'avion, il ne sert en réalité qu'à ça, ou presque que à cela. Donc, l'avion idéal, ce serait quoi de 6e génération? Ben, un avion de combat, et je parle bien que des avions de combat, l'avion de combat, pour moi, de 6e génération idéal, c'est une sorte d'aile volante, bon, qui ne soit pas comme un B2 quand même, qui ait un petit peu plus de manœuvrabilité, mais en gros, ce sera plus ou moins une hybride d'aile volante avion de combat, et plus aile volante d'ailleurs, qui soit le plus furtif possible, qu'il ait une grande autonomie pour éviter les avions ravitailleurs, surtout s'il doit frapper loin à l'intérieur d'un pays ennemi. Donc idéalement la plus grande autonomie possible et le radar le plus puissant possible et les meilleurs missiles possibles. C'est ça qui compte pour un avion. En réalité, de nos jours, la vitesse ne sert à rien. Un avion de 6e génération idéal, comme je viens de vous dire, pourrait aller au maximum à 900 km/h, ce ne serait pas gênant. Ce qui compte le plus, c'est qu'il consomme le moins de carburant possible pour aller le plus loin possible, en territoire ennemi. Mais pas que, le fait d'avoir un grand rayon d'action permet de décoller d'une base lointaine. Et ça peut être extrêmement pratique. Donc c'est ça en réalité qui devrait être l'avion du futur. C'est ça. Encore une fois, la vitesse ne sert strictement à rien en réalité. Maintenant, les combats d'avion avion à avion en plein ciel, tout ça, ça n'existe plus. Et on pourrait plus le faire parce que les derniers avions de nos jours ont de très bons radars, donc forcément on tire de loin. On fait pas de tir au canon, quoi. Ça se fait plus. C'est impensable de nos jours. Les premiers à y avoir pensé, ce sont les Américains dès les années 80. C'est pour ça qu'à un moment donné, les Américains avaient laissé tomber le canon embarqué. Voilà, pour n'utiliser que des missiles. Et pour moi, c'était une très bonne idée. Bref, en résumé, l'avion de 6e génération idéal pour moi, c'est un avion qui a un long rayon d'action, un radar très puissant, des missiles très puissants et une excellente furtivité. Voilà, ça suffit. Alors la cerise sur le gâteau, ce serait qu'il ne coûte pas trop cher à l'achat et pas trop cher en maintenance. Alors ça, ce serait l'idéal, bien sûr. Mais voilà, des avions capables d'aller à Mach 3 de nos jours, ça ne sert plus à rien. Il faut dire le vrai. Si vous avez de bons radars au sol, de bons radars embarqués pour les avions de combat par exemple,
de très bons missiles au sol, de très bons missiles embarqués air-air, eh bien, ça sert à rien d'avoir un avion qui va vite. Si le radar au sol ou le radar embarqué d'un avion de chasse détecte très loin un avion ennemi, l'idéal pour l'abattre, c'est pas de foncer vers lui avec son avion, c'est de tirer avec d'excellents missiles qui peuvent frapper très loin et des missiles qui peuvent aller à Mach 4, Mach 5 ou plus. Donc on ne peut pas faire mieux qu'un missile pour descendre un avion ou un hélicoptère ou que sais-je encore, un drone, peu importe. Donc la vitesse, encore une fois, ne sert à rien de nos jours. Elle était utile il y a quelques décennies, mais maintenant avec les nouveaux radars, les nouveaux missiles, ben, tout ça rend la chose un petit peu obsolète. Donc le nouvel avion maintenant va être vraiment révolutionnaire par rapport aux avions que l'on connaît maintenant. Mais bon, cela ne reste que mon avis d'amateur, mais j'ai de bons arguments pour dire que l'avion idéal que je viens de décrire serait réellement l'avion idéal. Voilà, basé sur toutes les connaissances que j'ai. Alors, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je serais très curieux de connaître votre avis, quelle est votre opinion. Et là, dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire pour vous quel est le meilleur avion de cinquième génération, donc F-35, Sukhoi 57 ou J-20, même si je suis au courant qu'il y a d'autres avions de cinquième génération qui commencent à venir, mais on a très peu de données sur ces avions, c'est pour ça que je ne les ai pas couverts. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout cela et sur mon avion idéal. Voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous pour tout cela. Encore une fois, je vous souhaite un très bon réveillon, une joyeuse fête de Noël et toujours, soyez curieux.